Bonjour tout le monde. On va changer un petit peu de domaine, on va faire un peu de l'histoire de l'art, là aussi en plus d'historionomie, là cet après-midi. Je vais commencer très rapidement par quelques petites images qui présentent mon parcours. Il y a certains d'entre vous hier, quand on est allé boire un petit coup et manger quelque chose, m'ont demandé d'où me sont venues un petit peu ces idées, ces envies de parler de peinture, et c'est tout simplement que dans mon travail, j'ai été illustrateur et auteur de bande dessinée pendant une grosse douzaine d'années. Je suis enseignant, j'enseigne la peinture dans une école post-bac à Lyon, une école qui forme aux jeux vidéo, à l'illustration, à la bande dessinée, tout au métier d'édition. Je forme justement les élèves à peindre d'après des plaques d'antique, on va dire, dans une tradition relativement académique par rapport au standard. Et j'ai une pratique de peintre aussi à côté de mon métier de prof. Donc c'est parti. Je vais faire comme Philippe, je vais faire une petite intro que je lis, et puis après ce sera peut-être un petit peu plus fluide. On n'aura pas le générique ce coup-ci, mais voilà. À noter pour la postérité que j'ai voté pour celui de Command & Conquer lorsqu'il y a eu les sondages. Un clivage entre nous. Donc, l'histoire de la peinture est souvent décrite comme une succession de styles, de canons esthétiques, de ruptures formelles, opposant tour à tour tradition et innovation, continuité ou subversion. À chaque époque, certaines formes ou courants s'imposent comme dominants, pendant que d'autres terminent complètement dans les oubliettes. Et certaines sont rétrospectivement qualifiées d'avant-garde, s'imposent et font une rupture avec le canon qui était là précédemment. Cette lecture partagée laisse une question en suspens. Pourquoi certaines de ces innovations parviennent à s'imposer durablement pendant que d'autres demeurent marginales, sont ignorées ou disparaissent? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre cet après-midi en prenant un cadre un petit peu plus large, en considérant que les artistes ne créent pas dans un espace autonome, ils sont liés aux structures, aux institutions, à leurs commanditaires, au public, et plus généralement au code culturel de leur société. Comme le dit un historien de l'art français, Pierre-Franck Castel, les œuvres d'art sont les archives des civilisations. Alors, existe-t-il un modèle qui permettrait de comprendre ces dynamiques d'évolution du champ artistique? Et c'est là où on met le générique. Pour faire un petit point de cette conférence, j'ai pas voulu vous faire une descente d'articles classiques à partir du travail que j'ai mené avec les chercheurs de l'Institut Polybe. J'ai essayé pour vous encourager à aller le lire lorsqu'il sortira officiellement. J'ai essayé de prendre des images que j'ai pas mis dans l'article, des exemples que j'ai pas mis non plus parce que j'avais déjà pu par un autre biais expliquer certaines choses. Et donc vous verrez là au fur et à mesure de la présentation des choses que j'ai pas dit, peut-être qu'il y aura des surprises aussi, y compris parmi les membres de l'Institut Polybe. L'origine de cette volonté de travailler autour d'une recherche sur le rôle et le fait de chercher un modèle à l'évolution de l'histoire de l'art, c'est venu il y a 2 ans, lorsque dans mon cadre de métier d'enseignant de peinture, le musée d'Orsay nous a invités pour les 150 ans de la première exposition impressionniste aux ateliers Nadar chez Durand-Ruel. Ils nous ont invités à venir faire une exposition. Au moment du colloque, il y avait des chercheurs du monde entier qui étaient venus parler des impressionnistes et de l'impact qu'ils avaient eu du coup dans l'histoire de l'art après coup. Et j'avais puis un petit groupe d'élèves triés sur le volet dans mon école, on était une trentaine. Et on avait du coup fait cette exposition là que vous pouvez voir à gauche, dans laquelle il y avait en tout il y avait à peu près 200 œuvres qui ont été exposées comme ça pendant une dizaine de jours au musée d'Orsay, puis après pendant 4 mois au musée Fort à Aix-les-Bains, toujours avec cette idée de fêter les 150 ans du démarrage en tout cas historiquement de la naissance de l'impressionnisme. Et lorsque j'ai préparé les ateliers tout au long de l'année avec mes étudiants, j'avais repassé en revue bien sûr toute la vie des impressionnistes, un petit peu leur parcours à chacun, quel était aussi le panorama institutionnel qu'on allait pouvoir trouver autour d'eux, aussi bien dans les centres de formation, le comment bien sûr ils vendaient leurs œuvres, comment elles étaient reçues, etc. En gros de faire un peu une photographie de l'époque. Et il y avait quelque chose qui m'a frappé.
systématiquement, c'est qu'on voyait, ils étaient marginaux, hein, avant d'exploser, ils étaient pas du tout acceptés en tout cas pour la majorité d'entre eux, pas acceptés dans les salons officiels, ni le salon des refusés. Ils ont eu besoin de créer comme ça une nouvelle institution, on va dire, avec le salon des indépendants, avec Durand-Ruel. Il y avait une grosse étanchéité du monde institutionnel vis-à-vis de leur travail. Je vous ai mis à l'expo, là, du coup, au musée d'Orsay, vous aviez le tableau de Jean-Léon Gérôme, L'éminence grise. Vous pouvez voir là, ici, côte à côte, on avait, du coup, je vous ai mis un petit détail là de Monet. Jean-Léon Gérôme, c'était du coup un des doyens de l'Académie de peinture en France et qui était un petit peu le gardien, on va dire, la norme de ce qui se faisait comme bonne peinture et qui avait des mots très très durs sur les impressionnistes à leur arrivée. Et la presse également, ils étaient qualifiés de barbouilleurs dans les journaux, ils avaient été décriés, pardon. Et tout ça, ça leur a posé de créer des nouveaux circuits pour arriver à vendre leur art, arriver à vivre de leur art. Et c'est comme ça que, en fait, avec le marchand Durand-Ruel, dont je vous ai déjà parlé, ils ont créé, d'une certaine manière, ça existait déjà un petit peu avant, mais ils ont vraiment démocratisé les circuits de distribution qu'on connaît encore aujourd'hui, de manière classique, qui est les galeries d'art dont vous entendez parler, où en fait on rentre d'une certaine manière comme dans un magasin, on vient acheter sur étagère des œuvres proposées et faites par les peintres, cette manière-là. Donc ils ont eu besoin de prendre une porte détournée pour vendre leur art, acquérir une certaine légitimité. Et c'est que plus tard dans leur vie, qu'ils ont réussi à obtenir des places justement dans des institutions muséales et qu'ils ont réussi, à leur tour, certains sont devenus professeurs, enseignants, etc. et ils se sont mis à remplacer, à prendre les places d'une certaine manière, les gens qui les décriaient. Ça s'accompagnait aussi à l'époque, il y avait tout ce qu'on appelait la hiérarchie des normes. Il y avait la bonne peinture et la mauvaise peinture d'une certaine manière, même si c'était déjà en léger déclin. La peinture d'histoire prenait énormément de place, la commande publique aussi, et pas encore, en tout cas beaucoup moins, la commande privée, l'achat privé en galerie justement, sur des formats plus petits. Et donc eux ont vraiment mis un énorme coup de pied là-dedans dans la fourmilière. Ils se mettaient à travailler sur des toiles beaucoup plus petites en général. Ils ont changé la manière d'exposer aussi. Vous avez peut-être en tête, je vous l'ai pas mis là, mais les expos, le salon, il y avait des toiles jusqu'au plafond. Elles étaient toutes les unes collées les unes à côté des autres. Et c'est les impressionnistes qui ont lancé ce qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui, le fait d'avoir des toiles avec beaucoup de place, etc. Et donc au bout d'un moment, quand on voit leur parcours rétrospectivement, ils étaient décriés en début de leur vie artistique, de leur carrière, et puis petit à petit, ils ont réussi à conquérir des places, et je mettais ça, un petit côté, ça ressemble à un clivage, que ça sent un petit peu comme une dynamique de clivage, et que ça marche un peu comme une dynamique de clivage. Est-ce qu'on n'aurait pas, là, une application d'un des modèles de Philippe et Léo, avec ce modèle du clivage, dans un autre domaine que celui qui est utilisé traditionnellement dans l'historionomie. Et c'est à ce moment-là, on a aussi parallèlement fait un petit groupe Telegram avec comment il s'appelle, Antoine de Blonde et Hugo Pinson, que vous connaissez aussi, qui fait des émissions avec Philippe de temps en temps. Thomas nous a rejoint aussi en cours de route pour parler, historionomie de l'art un petit peu, essayer de commencer comme ça quelques recherches, on va dire. Et puis la suite, vous la connaissez, c'était le congrès de l'année dernière, l'annonce de la volonté de création d'une revue, et du coup je me suis lancé. Moi j'avais pas du tout de bagage académique de recherche, épaulé par les membres de l'Institut Polybe pour arriver là au bout de ces recherches. Alors, pourquoi faire une historionomie de l'art ? Je vais prendre un petit temps, là aussi je vais partir du principe. Je vais prendre un peu plus de temps là au début avant de rentrer dans le dur du sujet pour parler un peu d'histoire de l'art, et puis je parlerai aussi un petit peu du modèle du clivage là tout à l'heure. L'idée étant de se dire que peut-être qu'on a justement par cette nouveauté par rapport à ce qui peut être fait d'habitude dans les travaux historionomiques, ça peut peut-être aussi être une porte d'entrée pour d'autres personnes qui n'auront pas en tête les travaux de Philippe, et donc je vais prendre un petit peu plus de temps pour en parler. Et puis aussi parce que je parle peut-être que vous ne connaissez pas trop l'histoire de l'art également. Donc,
de manière globale, une approche historionomique, ça cherche à situer un niveau d'analyse un petit peu le supérieur par rapport à supérieur au sens avec un peu de recul par rapport à ce qui se pratique en histoire, mais aussi, c'est ce qui est dit sur la chaîne, le fait de voir un petit peu l'historionomie comme ce qu'est la physique théorique à la physique appliquée. Et en histoire de l'art, ça fait pas exception sur le fait d'avoir beaucoup de familles méthodologiques qui vont avoir tendance à étudier le champ artistique par entre guillemets un petit bout de la lorgnette, d'une certaine manière. Chacun va avoir un petit peu sa spécialité. Donc je vous ai mis quelques-uns des livres là que j'ai utilisés pour pour mes recherches pour l'article. Et je voulais vous repasser rapidement en revue quelques-unes de ces familles méthodologiques. On a d'abord le formalisme, qui va chercher à répondre à la question de comment les formes évoluent-elles. Donc c'est qu'est-ce qui change visuellement dans les œuvres d'art au cours du temps. Et on va dire que l'histoire de l'art, dans ce cas, est considérée d'abord comme une histoire de solutions plastiques, et on va chercher comment changent les compositions, l'utilisation de la couleur en fonction des mouvements, etc. Quelle particularité chez tel peintre, quelle particularité chez tel mouvement, quelles sont les évolutions. Et l'auteur fondateur de cette discipline, on va dire, c'est Heinrich Wölfflin, là, vous voyez ici. Voilà. Ensuite, on va avoir l'iconologie, qui va plutôt se poser la question de que révèle l'œuvre sur la civilisation. Pardon, je saute une ligne. Que représente l'image? Excusez-moi. C'est l'iconographie. Donc là, on va plutôt chercher à étudier les attributs, les symboles, etc., qui est très célèbre. Si je vous dis une dame qui tient une balance, c'est la justice. Merci Léo. Si on se dit un homme avec des clés, Saint-Pierre, un homme avec un crâne, etc. Enfin, vous avez compris où je veux en venir. Et l'auteur majeur là-dedans, c'est Erwin Panofsky. Ensuite, on a l'iconologie. Là où on va après l'iconographie, c'est qu'est-ce que va révéler une œuvre sur la civilisation qu'il a produite. Et c'est d'une certaine manière le prolongement de l'iconographie. L'image devient un document culturel à part entière. Et c'est toujours Erwin Panofsky. Et on va chercher à comprendre ce que, dans le référentiel à l'instant T, qu'est-ce que cherchait à nous dire l'image à ce moment-là. Et donc on a un petit peu trois niveaux, je commence par ces trois-là, parce qu'on a le formalisme, on comprend ce qu'on voit visuellement, après on va comprendre ce que ça nous dit, et j'ai mis assez le parallèle, je referai certainement un petit laïus improvisé à la fin, à partir de la vidéo, avec tous nos petits points, mais on va avoir l'un qui va nous parler, c'est reconnaître les lettres dans le langage, l'autre on va comprendre reconnaître les mots, et puis dans l'iconologie, on va un petit peu essayer de comprendre ce que nous disent les phrases, quoi. C'est de voir vraiment l'art comme un langage, et de se dire, on a tous ces niveaux d'analyse, et d'étudier ces choses-là nous permettre de dépasser le premier niveau qui est simplement visuel, et d'aller dans la compréhension de ce que nous disent les œuvres. En iconologie, il y a un exemple très célèbre qui va nous être très utile là pour tout à l'heure. À la Renaissance, c'est de relier une forme artistique à une structure culturelle. C'est la perspective. La perspective, selon Panofsky, c'est pas seulement une technique. Ça va être quelque chose qui exprime une vision du monde centrée sur l'humain, une vision du monde humaniste. Comme autre discipline de l'histoire de l'art, on va avoir tout ce qui va être histoire sociale, sociologique de l'art. On va retrouver des auteurs là qui vont plutôt s'intéresser quels sont les rapports de domination, etc. C'est plus marxiste, là ici ce qui se passe. Et l'œuvre devient vraiment un produit historique via l'étude des commanditaires, des institutions. On regarde un petit peu quels sont les rapports entre les gens qui tournent autour du monde de l'art. Deux auteurs là principaux en tout cas moi que j'ai utilisé pour mon article, c'est Arnold Hauser et Pierre-Franck Castel. Il y en a d'autres aussi, Pierre Bourdieu par exemple. Et à la fin, une discipline un petit peu plus qui connaît du succès, on va dire de manière un petit peu plus récente, c'est toutes les études économiques
autour du monde de l'art. Et là, en France, on a des grands auteurs, des grands chercheurs là-dessus, Étienne Hanheim, Sophie Kra, Charlotte Guichard, etc., qui font, c'est pas depuis très longtemps que les gens s'intéressent beaucoup à comment ça se passe économiquement pour les artistes. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, mais nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on va pouvoir servir un petit peu dans le détail les uns et les autres pour voir si on arrive à identifier des choses dans le détail qui nous relient à notre modèle. Alors, bon, ce modèle, vous le connaissez, je vous ai refait un petit dessin. Alors, ça va être une version un peu simplifiée, on va dire, de ce qui est développé dans le bouquin de Philippe et Léo autour du clivage. Alors, et donc, c'est le clivage politique. Savoir si, justement, est-ce que les populations exclues vont être celles qui vont amener le changement dans l'histoire de l'art. Bon, faut comprendre le modèle de manière abstraite. Alors, ce modèle, il stipule qu'on a la répartition des populations selon une loi normale par rapport à un ordre établi. Vous avez à peu près, vous le savez, mais je vais le redire là aussi peut-être pour la vidéo, mais on a à peu près 15% à chaque fois de la population en bout de courbe qui représente les extrêmes, et puis 35 et 35 de l'autre côté. Et en fait, le positionnement par rapport à une politique se décide non pas par rapport à des idées, mais par rapport à notre position vis-à-vis de l'ordre établi. Et on va avoir tendance à être de gauche ou d'extrême gauche si on a envie de changer qu'on est à l'extrême gauche si on est exclu cet ordre établi. À gauche, on va avoir envie de le changer pour l'améliorer. À droite, on va consentir de temps en temps à le changer un petit peu en se disant que ce petit effort de compromis va permettre de préserver au maximum l'ordre établi tel qu'il fonctionne, parce qu'on est la partie de la population qui profite le plus actuellement du fonctionnement général de cet ordre établi. À l'extrême droite, on va retrouver les gens qui veulent renverser à nouveau l'ordre établi, mais pas du tout pour les mêmes raisons que ceux qui sont à gauche, à l'extrême gauche, de notre clivage. C'est parce que on a été déclassé et qu'on souhaite retourner à un état antérieur qui nous est plus favorable. Et d'une certaine manière, la position par rapport à cet ordre établi va conditionner dans le monde de l'histoire de l'art. Est-ce qu'on a là aussi, comme partout, est-ce qu'on a des places, est-ce qu'on profite ou non de notre ordre établi? Et bien sûr, bon, il y a quelques exemples. Une autre chose qui est significative dans ce modèle du clivage, c'est le fait que on a ce que Philippe appelle le mouvement Sinistrogir. C'est que les idées se déplacent du coup de la gauche vers la droite, ou visuellement, bon, j'ai mis la petite flèche vers la droite, ça peut aussi être l'ensemble du corps social se déplace petit à petit vers la gauche. C'est l'un ou l'autre, en fonction duquel on prend comme référentiel qui ne bouge pas. Mais que du coup, les idées ne définissent pas si vous êtes de droite ou de gauche, en tout cas pas à l'échelle du clivage, c'est toujours par rapport à un instant T. On verra comme ça, du coup, des idées qui se déplacent. On a parlé là plus tôt dans la conférence d'entités supranationales en ce moment qui venaient par-dessus les États-nations. Bon, l'idée de nation, c'était une idée qui était située complètement à gauche dans le clivage au début, puis qui maintenant, petit à petit, est en train d'aller. Les gens qui invoquent la nation aujourd'hui sont toujours systématiquement catégorisés à droite. Et bon, on va voir, est-ce qu'on peut appliquer tout ça à l'histoire de l'art? Et donc, pour étudier le fait si c'est pertinent ou pas de venir mobiliser un modèle de l'historionomie pour l'histoire de l'art, il faut garder ce niveau abstrait et voir quels sont les marqueurs, quelles sont les choses qu'on va regarder dans l'histoire de l'art pour voir si c'est pertinent. Et donc là-dessus, bon, je vous en ai listé quelques-uns. Il y a les instituts de formation, la hiérarchie des genres, est-ce qu'elle existe ou pas, qu'est-ce qu'elle définit comme étant le plus important, les circuits de commande, les évolutions des normes iconographiques et leurs origines, les critères de reconnaissance et les modalités de diffusion de manière générale. Je vous ai remis un tout petit truc, l'état du clivage à la période qui va nous intéresser. Avec un petit mème à noter que j'ai apprécié tes petites têtes de Netanyahou dans les images tout à l'heure, Thomas. Donc
état du clivage à la fin du Moyen-Âge, le moment où on rentre dans la Renaissance. Bon, on avait un ordre médiéval qui était structuré de manière tripartite avec les oratores, bellatores et laboratores. J'ai pris une petite citation là pour la conférence de l'évêque Aldabéron de Laon. Les uns prient, les autres combattent et les autres travaillent. Et donc, on a bel et bien une volonté de définir un ordre établi, un ordre médiéval que Dieu a voulu et qui doit rester tel quel, où chacun a sa place. Le développement des villes à partir du XIe siècle, va amener l'irruption d'une nouvelle classe d'exclus dans le champ politique, à savoir les bourgeoisies municipales, qui n'ont pas encore de place, et l'octroi de chartes communales, petit à petit, ils vont prendre justement de plus en plus de place, et le roi va être tout à fait, les rois vont être tout à fait ravis de s'appuyer sur eux pour petit à petit ne plus être je paraphrase Philippe, ne plus être un parmi les autres, mais le seul souverain avec ses sujets. Alors, pourquoi spécifiquement le passage du gothique à la Renaissance, là, dans l'article que vous pourrez lire là dans quelques temps. À la base, bon, n'ayant jamais fait de recherche, j'avais fait un abstract où je couvrais la période de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Puis après, quelques mois, au moment de rédiger, la deadline arrivant, j'avais un article de je sais plus combien de dizaines de pages il y avait, c'était trop compliqué. Et puis surtout, j'avais un degré inégal. J'avais pas eu le temps, en gros, de faire suffisamment de recherches de la même qualité, on va dire, pour toutes les périodes et tous les courants. Et donc j'ai choisi de resserrer, non pas sur les impressionnistes que je vous ai cités tout à l'heure, et pour lequel j'avais déjà énormément de choses, mais plutôt sur le gothique et la Renaissance, parce que bon, ça me permettait aussi d'étudier plus profondément une période sans avoir aussi des biais initiaux qui auraient pu gêner un petit peu en tout cas d'avoir trop de choses qui pourraient s'apparenter à des biais de confirmation pendant ma recherche. Et le passage du gothique à la Renaissance, il est très intéressant. C'est un bon choix parce que visuellement, il va parler à tout le monde aussi. Je veux dire, le fait de passer d'une imagerie un peu médiévale à quelque chose à la Renaissance, où on a tous un petit peu plus d'habitude, chacun va comprendre facilement les évolutions formelles, tandis qu'il y a d'autres périodes de l'histoire de l'art où en fait les évolutions formelles sont beaucoup plus subtiles et c'est visuellement moins impactant. C'est aussi une période qui est extrêmement documentée, mais en même temps, il y a un débat parmi les historiens de l'art qui est massif et qui peut être en partie résolu grâce à l'historionomie de l'art, grâce à cette lecture par le clivage. Et ce débat, il porte sur quoi? Il porte sur le fait est-ce que l'origine de la Renaissance c'est à Florence, ou est-ce qu'il y a un polycentrisme avec d'autres villes italiennes? Est-ce qu'il est pertinent de parler d'une Renaissance ou de plusieurs Renaissances avec les villes du nord de l'Europe, les Flandres, les peintres flamands, etc., et de Bourgogne? Est-ce qu'il est intéressant pour ces peintres de Bourgogne de parler de gothique tardif ou justement de Renaissance? Ce qui est un petit peu un problème aussi parce que il y a certains historiens de l'art qui ont tendance à voir là comme ça en fait un monde médiéval qui meurt un petit peu dans la peinture du nord de l'Europe. Et que ça réserve d'une certaine manière une vision positive, ça réserve l'évolution et la révolution positive à l'Italie. Donc voilà. Et il y avait aussi des artistes, des auteurs qui viennent même qui viennent même estimer que le concept de Renaissance a pas lieu d'être parce qu'en fait c'est des apports de monde extérieur à l'Europe qui viennent nourrir tout ça, et on arrive au bout avec une historiographie qui est tellement étirée, tellement complexe qu'on se demande un petit peu est-ce que le concept de Renaissance a encore du sens. Et on va voir, voilà, est-ce que le clivage, est-ce que d'invoquer le clivage là-dedans, ça va nous permettre de réconcilier, d'amener une réponse à cet étirement historiographique. Est-ce que nos nouveaux exclus seront effectivement à l'avant-garde? Alors, cette image, donc c'est la Maestà de Duccio, qui a été faite en 1308 à 1311. Donc c'est une œuvre qui fait
plus de 4 mètres, qui est gigantesque. Et elle est intéressante parce que elle représente un petit peu, on a parlé de l'ordre médiéval là juste avant, et elle représente un petit peu cet ordre médiéval aussi. C'est une commande ecclésiastique, qui a un symbolisme très fort. La lumière, c'est de l'or appliqué sur l'œuvre, c'est une lumière divine. Il y a un grand principe de transcendance, on a une typification des figures, là je vous les ai remises en bas. Vous pouvez voir là tous les petits anges qui ont globalement tous la même tête, où c'est le rôle qui définit le type, très segmenté. On n'a pas de perspective, et surtout par rapport à l'ordre médiéval, les proportions des personnages sont définies en fonction de l'importance, de l'importance dans les écrits, importance hiérarchique. On n'a pas du tout de règle d'optique mathématique là-dedans. Donc vous voyez, on retrouve là formellement un petit peu des marqueurs comme ça qu'on va pouvoir étudier, qu'on va pouvoir chercher à observer, voir quelle évolution ils vont avoir. On est à peu près à la même période, un tout petit peu après, à Sienne, Lorenzetti, avec l'irruption du coup de nos bourgeoisies municipales, on se met à voir d'autres commanditaires qui émergent. Alors c'est une pièce complète. Je vous ai remis un petit détail là en bas. Vous avez 4 pans de mur. C'est le palais municipal. Vous avez 4 pans de mur qui sont peints. Le nom de l'œuvre, c'est l'allégorie du bon et du mauvais gouvernement. Et ce qui est assez intéressant, on retrouve certains marqueurs de l'ordre médiéval d'un point de vue visuel, peut-être qu'on en a parlé. Donc le fait que on va avoir des figures qui seront plus grandes en fonction de l'importance qu'elles ont. Ce que vous voyez là, en fait, c'est les qualités, des allégories des qualités qui vont permettre de bien diriger une ville, justement pour ces bourgeois municipaux qui font des conseils municipaux, qui dirigent la ville, quelles qualités ils doivent avoir. Et on retrouve les vertus cardinales, donc vous avez 4 vertus cardinales, la tempérance, etc. On a la magnanimité qui est là en plus, on a la sagesse, qui est visiblement considérée comme la plus importante, vu que c'est la plus grande. On va voir notre justice là à gauche, et les autres pans de mur, vous avez ce qu'on voit un tout petit peu là ici en petit. En fait, vous avez une image qui vous représente quel impact sur la ville lorsque justement elle est bien gérée, elle est prospère, tout le monde est content. Et vous avez un autre pan de mur, le mauvais gouvernement, qui lui est mal géré, c'est la tyrannie. Et j'ai oublié de vérifier ce matin, je voulais le faire avant de dire, il me semble que la tyrannie qui gère la ville, il me semble que c'est un chevalier. Donc voilà, je dis ça, intéressant par rapport justement à notre clivage. Voilà. Donc, d'un seul coup, avec ces bourgeoisies municipales qui commencent à émerger, on se met à avoir une pluralité de commanditaires potentiels, avec là, on le voit, des premières commandes qui sont profanes, et où on montre visuellement vraiment l'impact de l'action, qu'est-ce que l'action humaine va avoir comme conséquence. On le montre là tout de suite en image. Et cette pluralité de commanditaires, ça va nous amener un petit peu sur le prochain slide. Il faut qu'on se fasse un petit temps là pour reparler. Vous avez l'habitude, collectivement, on connaît tous justement, je vous ai parlé tout à l'heure, du fait on vit dans un monde où si vous achetez de l'art, vous l'achetez en galerie, a priori, vous choisissez quel film vous allez voir, vous choisissez quel BD vous allez lire, etc. Vous allez dans un magasin et vous prenez les artistes, les éditeurs, etc. vous proposent quelque chose à consommer d'une certaine manière et vous venez le consommer. À l'époque, et donc du coup les artistes en fait créent de leur côté et espèrent trouver un débouché à ce qu'ils vont créer. Et à l'époque, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les artistes sont pas du tout autonomes. Et donc le moindre changement dans la sociologie des commanditaires va amener de gros changements d'un point de vue visuel, et d'un point de vue de ce qui va être représenté. C'est là qu'on voit que vraiment il y a ça nous met un petit indicateur de plus sur le fait que effectivement ces nouveaux exclus, les bourgeoisies municipales qui prennent des places, c'est eux qui vont avoir l'impact dans l'évolution
du monde de l'art. Donc on se dit un petit mot très rapide sur la formation des artistes et sur leurs relations aux commanditaires. À Florence, les artistes sont attachés à l'Arte dei Medici et Speziali. Donc c'est une des 7 grandes corporations de Florence, et ils sont attachés à celle des apothicaires. Mais c'est pas un hasard du tout, c'est que c'était les apothicaires qui leur vendaient les pigments, tout simplement. Dans les Flandres, à partir de 1382, les peintres sont attachés à la guilde de Saint-Luc. Alors, Saint-Luc, c'est un petit peu différent de ce qui se passe en Italie. On va vraiment être sur des organisations au niveau municipal qui font en sorte de réguler les métiers, qui régulent la formation aussi. On va faire un certain nombre d'années chez des maîtres pour apprendre le métier. On passe un concours à la fin, on obtient le statut de maître, et le fait d'obtenir un statut de maître dans une ville nous ouvre le droit de monter une entreprise de peinture dans la ville et de vendre. Si vous aviez pas vous pouviez être maître dans la ville d'à côté, vous n'avez du coup pas le droit de vendre de la même manière que les maîtres on va dire tournée, ou si vous choisissez de déménager, il faut repasser le concours en gros. Et donc ça régule, il y a une mission de régulation de la concurrence là aussi, parce que chaque ville se tirait un petit peu la bourre, on va dire, au niveau du rayonnement, et donc chaque corporation voulait garder un petit peu la main sur la qualité. Il y avait des contrôles réguliers sur le fait que ce qui sort des ateliers soit toujours de la même qualité, etc. Et nos peintres à cette époque, vraiment les voir beaucoup plus comme des artisans que comme des artistes tels qu'on l'imagine aujourd'hui, de quelqu'un qui va imaginer quelque chose et qui propose ça au marché avant de voir s'il trouve un débouché. Ça se manifeste par le fait qu'on a énormément d'écrits sur les lettres de commande. À l'époque, vous étiez un riche marchand qui avait de l'argent, vous passez commande, j'ai envie que tu me fasses un rétable avec, tu vas me mettre Saint Jérôme à tel endroit, la Vierge à tel endroit. On a même des cas où on voit les croquis, où le commanditaire fait un croquis, et puis on retouche les croquis de l'artiste, et si l'artiste ne fait pas ce qui est dit, il y a des lettres de réclamation, il le paye pas, etc. C'est vraiment très strict. Et on a aussi du détail au niveau ce qui vient faire le prix de l'œuvre. Et on voit bien que pour l'instant, ce que je vous ai décrit sur le fait que c'est pas l'artiste qui a la propriété intellectuelle de l'œuvre, c'est le commanditaire qui lui dit quoi faire, et lui il exécute. Et en plus de ça, dans le prix de l'œuvre, bien souvent, il y a plus de 50% du prix de l'œuvre ce sont les matériaux. Vous allez avoir, je crois que c'était Alyosha qui m'avait envoyé un article sur l'utilisation du bleu outre-mer. Tu m'avais envoyé un truc de recherche où les gens qui s'étaient amusés à analyser l'utilisation du bleu en Italie, puis un peu partout. Et en fait, c'était spécifié ça dans les contrats. On vous disait pour la Vierge, le tissu de la Vierge, tu mets du bleu 4 florins l'once. Pour tel plan, tu vas mettre du 2 florins l'once. Et puis pour tel plan, là-bas derrière, tu vas mettre du 1 florin l'once. Et ce qui rendait l'œuvre précieuse, il y avait l'or, etc. aussi, qu'on a vu là tout à l'heure, mais ce qui rendait l'œuvre précieuse, ça allait être aussi, pas tant que ça le travail de l'artiste, parce que à l'heure, il facturait, c'était la journée d'Uccio que je vous ai montré avant, c'était, tu viens bosser pour la Maestà, c'est 16 sous par jour. Hop, voilà, il n'y a pas d'histoire de c'est une grande œuvre ou etc. Il n'y a pas un tarif préférentiel, c'est 16 sous, c'est comme ça. Et pour nos artistes, c'était un petit peu la même chose. Si tu étais maître d'atelier, tu avais un tarif. Si tu étais compagnon à l'atelier, c'était un autre tarif sur la ligne de vie. Et si tu étais tout jeune apprenti, c'était là aussi un autre tarif. Et les commanditaires, en fait, venaient guider comme ça les matériaux que les artistes allaient utiliser. Ils guidaient la composition de ce qu'ils devaient représenter. Et en plus de ça, avec les textes là que je vous ai rajoutés, qui eux ne sont pas justement là dans l'article, ils avaient aussi tendance à guider, on peut le voir, avec l'utilisation de l'or, là, que petit à petit, l'ostentatoire a changé. On brillait en société. Si je devais vulgariser un petit peu,
plus la Renaissance va avancer, plus pour briller en société, moins il y a besoin d'avoir de l'or sur les tableaux, si je caricature un petit peu, et plus on va avoir envie de chercher la main de l'artiste, justement. Et donc, par cette évolution, les artistes vont prendre comment dire, leur qualité personnelle va prendre de plus en plus de place, qualité personnelle en tant que peintre, parce qu'on va venir chercher un petit peu il y a on a retrouvé aussi des lettres de gens qui se conseillent des peintres entre eux. Tu devrais voir le Pérugin, il a une manière super douce de peindre là comme ça. Bon, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup parce que et donc petit à petit, ce côté artisan d'exception se met à prendre une place beaucoup plus forte que les matériaux. Et donc c'est une évolution qui est intéressante aussi parce qu'on voit que du coup avec ce changement, bon ils appartenaient aussi à ces métiers urbains, etc. Mais on voit que les changements leur profitent d'une certaine manière aussi en termes de statut là-dessus. Mais ce qu'on remarque aussi également, avec tout ce que je vous décris, c'est qu'une certaine part de l'évolution des formes, on peut elle va plutôt venir des personnes qui leur commandent l'œuvre. Elle va aussi leur venir je devrais dire plutôt, des personnes qui leur commandent l'œuvre et qui leur demandent, par exemple, de venir mettre des fonds, comme ce que vous avez là, l'extrait là-dedans. Dans les fonds, tu fais pas le feignant, entre guillemets, tu viens peindre des paysages et tu me mets pas de l'or, quoi. Et on a cette phrase, d'Alberti, du traité della Pittura. Donc c'est le premier traité d'histoire de l'art. Bon, il y a une discussion de savoir est-ce que c'est un vrai traité ou un truc un petit peu de propagande pour dire Florence on est les meilleurs, mais en tout cas c'est le premier bouquin qu'on a sur le sujet, puis qui illustre ce que je vous disais, que petit à petit on va préférer chercher des artistes qui vont nous peindre l'or mieux que l'or. Et ça rejoint un petit peu, je me souviens jamais du nom de ce moment dont tu nous avais parlé aussi dans la discussion historionomie de l'art sur le concours avec les raisins qui étaient plus vrais que nature, etc. Et donc on a vu ça se développer à la Renaissance. Donc je vous ai mis là ici un peintre, on change de région, petit détail de Van Eyck, la Vierge au chancelier Rollin. Où justement, l'idée c'était que vous puissiez voir aussi le moment où on va venir peindre du velours doré, là comme ça, chez Van Eyck, on est vraiment le détail mis tout en haut. Petite digression intéressante là aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le formalisme qui va être le premier niveau pour comprendre ce qu'on voit, l'iconographie et l'iconologie qui viennent ensuite. Et regardez là par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que ça veut dire le pan dans une image? Non? Le pan, c'est un signe à double tranchant comme souvent dans les Flandres, c'est que ça peut être soit un symbole d'une certaine manière un petit peu de vanité, parce que c'est un animal rare, etc., soit dans l'imagerie chrétienne de l'époque, c'était aussi un signe d'immortalité, de résurrection et d'incorruptibilité. Et donc du coup, c'était très souvent associé dans les toiles où il y a Marie, le Christ. Il y avait souvent des pans comme ça qui étaient représentés, parce que pour les raisons évidentes que je viens de dire. Mais ce que vous pouvez voir là aussi, c'est regardez, il y en a un qui est tourné vers le Christ, vers Marie, et on en a un deuxième là. Vers qui il est tourné le deuxième? Vers le chancelier Rollin. Et donc, d'une certaine manière là, on se met à avoir d'un seul coup, au lieu d'avoir traditionnellement la Duccio, la Maestà, on avait autour de la Vierge, etc., des figures, il y avait les protecteurs de la cité, les figures historiques de la cité, il y avait une cour de saints et d'anges. Là, à côté de notre Vierge, on se met à voir un acteur qui était on parlera un petit peu plus là tout à l'heure, mais qui se représente, qui a un visage qui est pas du tout typifié, on le reconnaît, et qui en plus par un attribut, il y a une reconnaissance symbolique là très très fort. Le fait de commander comme ça de la peinture lui fait prendre de la reconnaissance symbolique. Dans l'article, j'ai pas pu ne pas la dire. J'avais trouvé une petite citation de Giovanni Rucellai, donc qui est un marchand florentin, et qui parle de ses commandes, là dans la citation que je vais vous faire, et je vais vous la redire parce que je trouve que ça représente très très bien
qui sont en fait nos bourgeois municipaux qui se mettent de plus en plus à commander de l'art. Donc il dit ceci. Mes commandes, donc, elles procurent le contentement, le plus grand et le plus grand plaisir, car elles servent la gloire de Dieu, l'honneur de la cité et ma propre mémoire. Et donc là, on a bien un résumé un petit peu parfait des motivations qu'ont ces bourgeois municipaux à commander de l'art, piété religieuse, prestige civique. On fait en sorte de contribuer à la grandeur de la cité. C'était les corporations auxquelles appartenaient ces grands bourgeois qui commandaient l'édification des cathédrales, des bâtiments, etc., qui commandaient les œuvres, tout. Et puis la gloire personnelle, la mémoire, le fait de laisser durablement une trace. On va avancer un petit peu. L'autre chose, alors vous verrez, je vais certainement faire des petits allers-retours là entre les images parce que j'avais du mal à voir comment vous la placer. Là ici, c'est le fait de passer de quelque chose où on a une manière de montrer la lumière avec de l'or à une manière de montrer la lumière pour que ce soit descriptif par rapport à des volumes, mais que ça rende aussi intelligible les choses par rapport à l'œil humain. Et d'une part, on a d'un côté la lumière comme présence du divin, une lumière qui n'est pas terrestre, qui est théologique, qui a la particularité de ne pas ternir, qui réfléchit la lumière de l'Église, qui est d'une certaine manière le matériau de l'or, c'est incorruptible, on peut toujours ça va pas rouiller, qui est donc éternel, et qui était un code qui était parfait, du coup, pour montrer cet ordre médiéval dont on a parlé là tout à l'heure. Et on a d'autres, et c'est peut-être là où je vais faire le petit passage, et je reviendrai ensuite sur Van Eyck. Avant de reparler de lumière, ça c'est une petite, c'est pas dans l'article là, ça non plus. Et je savais que chez les historionomes, il y a à peu près 90% d'ingénieurs. Donc je vous ai pris, c'est un livre de maths de l'époque. Donc les petits enfants, les jeunes, à l'époque de la Renaissance, ils avaient un cycle primaire, on va dire, où ils apprenaient à lire jusqu'aux 11 ans, et puis aux 11 ans, ils enclenchaient un nouveau cycle où ils apprenaient les mathématiques. C'était des écoles laïques municipales souvent. Et en fait, là je vous ai tiré, c'est des scans d'un des bouquins où j'oublie un L à Gallimard d'ailleurs, je suis en train de voir, de Baxendal, sur et qui qualifie ces mathématiques, de mathématiques de marchands. Parce que la quasi-totalité de ces bouquins, vous avez des exercices pour calculer le volume et des exercices pour calculer les proportions. Parce qu'à l'époque, donc je vous laisse, vous lirez, vous verrez si vous arrivez à faire l'exercice, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout, quand votre métier c'était d'être marchand, que ce soit chez les apothicaires, dans de la laine, etc. Il n'y avait pas de normes au sein de l'Europe sur il n'y avait pas de tonneau de 2 litres, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et l'essentiel de travail de marchand, c'était d'être capable d'estimer correctement, rapidement des volumes, et capable d'estimer rapidement des proportions, de faire des comparaisons, etc. Et donc vous avez ces exercices, vous voyez ici, qui étaient de calculer, on en voit là ici, les tailles des colonnes, les tailles d'un tonneau, la taille d'un cube, la taille d'une caisse. Un exercice que faisaient tous les petits-enfants de l'époque, c'était par exemple une tente avec un cylindre et un cône par-dessus. Il y en avait d'autres. Je vais faire une petite digression. Pour peut-être susciter des vocations à rejoindre notre petit groupe de l'Institut Polybe. Dans ce bouquin, il y a l'exercice des proportions entre 6, 8, 9, 12 qui font les écarts, qui sont la base des accords pour toute la musique occidentale aussi. Qui vient comme ça des bouquins de d'époque de la Renaissance. Bref. Et donc, vous n'avez aucune manière de le savoir, mais ce livre, vous savez pas à qui il était le bouquin, à votre avis?
C'était Piero della Francesca. C'est le livre de maths de Piero della Francesca, qui est un peintre de la Renaissance, qui vivait, comme tous les peintres de l'époque. On a vu que c'était un métier urbain municipal, qui a passé son enfance aussi à apprendre, là, comme ça, à voir en volume, à compter, à comparer les proportions, et qui est très connu, une fois qu'on sait ce que je vous ai dit, de voir des œuvres dans lesquelles on a cette fameuse tente, là, dont je vous ai parlé, dans lequel on retrouve, là on a une belle ellipse en plus avec les têtes, la Vierge là comme ça qui nous fait une petite tente là aussi au-dessus de au-dessus des fidèles, etc. Il y a, certes, on a encore des choses qui pourraient être qualifiées de médiévales dans le fait que des personnages sont plus grands que d'autres, etc. Mais en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui appelle au quotidien des publics de commanditaires, etc. Et ça, ce qui est assez intéressant, alors j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais lire mes notes, mais ça fait partie des choses qui étaient demandées aux peintres. Il y avait un peu 3 commandements comme ça. Il fallait par la peinture, c'est Jean Gerson en France qui avait ces commandements. Le but de la peinture, c'était d'instruire les simples, d'aider à la mémoire des événements sacrés et d'émouvoir et d'exciter la dévotion plus facilement que les mots seuls. Et donc pour faire ça, il y avait l'invitation à systématiquement, par les peintres, faire en sorte de remettre l'œuvre dans le quotidien de ce que vivaient les fidèles. Et c'est là que vous voyez d'un seul coup tout ce truc Brunelleschi, la perspective, tous ces volumes qu'on voit apparaître par rapport à l'ordre médiéval. C'est pas simplement une innovation mathématique où on se dit tiens ça fait plus joli. C'est pas juste plus beau. C'est que ça remet en fait l'artiste, ça remet les œuvres dans le quotidien des gens et du coup pour encourager la dévotion, ça remet le sacré dans la vie des fidèles. Et du coup, ça aide à le transmettre. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, avec ces degrés, plusieurs niveaux de lecture, là, c'est qu'on va pouvoir voir, là, à nouveau, que, on a encore un impact, un indice du fait que nos nouveaux exclus qui tracent des places et qui commandent de plus en plus de toiles, de toiles, c'est pas beaucoup de toiles à l'époque, de planches de bois, de fresques, etc. En fait, ils ont un impact dans la manière qu'a l'art de changer. L'autre chose, je reviens rapidement avant que j'oublie, sur ma toile où je vous parlais de lumière. C'est là aussi où on voit une lumière qui aide à comprendre le volume, qui aide du coup à resituer aussi au niveau de l'expérience humaine, etc. Les choses, ça va dans cette continuité-là aussi par rapport à ce que je viens de dire. L'autre point important, ce tableau, il est très, il y a plein d'interprétations possibles, personne n'est sûr. Hein. On ne sait pas si c'est le mariage effectivement des époux Arnolfini. Il y a des spéculations sur le fait que c'est la propre épouse de Van Eyck qui est représentée. C'est un collègue historien de l'art qui m'en a parlé il y a 10 jours là, donc je ne savais pas. Et qu'en fait il l'a fait posthume pour la mémoire de sa femme. Bon, c'est une des spéculations, je sais pas, voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, je le mettais dans l'article, mais je trouve aussi bien d'en parler là, c'est que on a resitué les figures, vous voyez, c'est des gens qu'on va être capable de reconnaître, hein, contrairement pardon Léo, excuse-moi, contrairement à la Maesta que je vous montrais, où on allait avoir des figures beaucoup plus symboliques. Et en plus de ça, il y a autre chose assez intéressant, c'est que les symboles, les écritures vont ramener à une espèce de logique de contrat. Là, il y a marqué Jeanne Van Eyck était ici. On le voit en reflet dans ce qui était très courant à l'époque disons c'est pas le premier, enfin c'est pas le seul à faire ça, dans le petit miroir. Et du coup, on voit presque, la toile devient presque pour la postérité un contrat de mariage entre les époux là. On va voir, il est pas très dur, mais on va voir quand même. Est-ce que vous savez quel est le symbole derrière le chien? Fidélité, exactement. On a des iconographes dans la salle. Donc on continue. Ouais, il est là, pardon. Il est là en bas, là, ouais. Hop. Alors, revenons là-dessus. On avait parlé un petit peu de l'éducation, des mathématiques, du volume, etc. Et là aussi, petite chose intéressante, ce que vous avez là-haut, donc c'est alors c'est attribué à l'entourage de Piero della Francesca, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est son entourage. Là on a une vue d'Intersettura, c'est pas une ville,
c'est pas une vraie ville. C'est que l'autre chose que les recherches, alors là je cite, je paraphrase Franck Castel, dont je vous ai parlé là tout à l'heure, qui a été remarqué, c'est que très souvent les toiles précédaient les travaux dans les villes. Ouais. Il y a une part, c'est là aussi pour casser un petit peu le côté simplement mimétique, essayer de peindre ce qu'on voit, de faire beau l'expérience de là. Il y avait aussi vraiment une capacité projective, un peu démiurgique, presque de venir chercher à partir de canons esthétiques, chercher à poser comme ça ce que l'honneur de notre cité, de se projeter dedans et de venir créer. Et en l'occurrence, donc celle-ci, c'était pas pour la cité, c'était plus, ça servait de fond pour du théâtre. Et il y a une autre des interprétations qui relie toujours, je vous en parle parce qu'elle relie toujours à nos catégories exclues selon le clivage, c'est que ces images de théâtre, Franck Castel, il a fait tout un travail pour relier la manière de composer les images à la Renaissance, en voyant la perspective pas simplement comme un jeu de ligne, mais aussi de le rapprocher au théâtre. En fait, que très souvent, il y a pas mal de toiles, en particulier chez les plus anciens, on va dire Masaccio, c'est très visible, où on voit comme ça nos plans les uns après les autres, et que les peintres auraient aussi fait des compositions et pensé leurs toiles comme on pouvait penser des plans de théâtre lorsqu'on venait, puisqu'ils allaient tout le temps au théâtre à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles on retrouve, tiens, là, il y a une colonne, on sait pas trop pourquoi, elle est là à tel endroit, il y a un tonneau là à tel endroit, et puis il y a ces histoires de proportions qui sont bien respectées. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. À noter aussi, dernière petite phrase sur les mathématiques, avant de revenir à la suite. Piero della Francesca, là, c'est vraiment un des peintres à l'époque qui est très très connu pour composer ses toiles en fonction de Fibonacci, en fonction de la géométrie. Vraiment, et là aussi, on est forcé le lien est assez évident. D'ailleurs, sur cette toile-ci, on peut regarder, on a deux cercles en fait, en termes de composition là. Un cercle ici, parce que là il y avait le cadre, etc. Et on a un cercle ici. Et puis il y a d'autres toiles de lui où on a des décompositions en fonction de géométrie. Vous pouvez trouver ça très facilement sur internet si vous voulez. Bon, ça j'ai pas, je ne pouvais pas finir autrement. C'est de cette manière-là que je finis l'article aussi. Jusqu'à présent, là, vous avez vu pas mal de choses qui figuraient pas dans l'article. Là, j'avais voulu donner un petit instantané, on va dire, du clivage, de l'état du clivage artistique. En montrant les œuvres et en montrant comment les différents styles, on va dire, comment les différents moments ont été mobilisés pour les hospices de Beaune. Et les hospices de Beaune, ils ont été construits entre 1443 et 1460. Donc vous voyez, on a vraiment et les œuvres aussi. On a vraiment un moment très resserré. Et on a une coexistence de plusieurs régimes de représentation. On retrouve bien, on a van der Weyden là sur la gauche. Certains le connaissent peut-être sous le nom de la Pasture. En fonction des bouquins d'histoire de l'art, il n'est pas nommé de la même manière. Dans lequel on va retrouver vraiment nos codes un petit peu le Renaissance flamande. On va avoir des vitraux qui rappellent l'écriture plus gothique, plus segmentée. Excusez-moi. Avec beaucoup de verticalité, de la segmentation narrative, et puis l'image d'héraldique sur l'autel. Et ces œuvres, ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait qu'elles montrent en elles-mêmes un moment un petit peu de clivage artistique, c'est aussi que regardez là, on a quelqu'un là, on a le même là, il y a sa femme là aussi, et là ici qui sont représentés là de chaque côté. Donc on voit même dans l'imagerie plus gothique, il y a déjà des petites références qui viennent. Et ce monsieur qu'on voit, c'est Nicolas Rolin. C'est le commanditaire des hospices de Beaune. C'est lui qui les a fait construire. Et Nicolas Rolin, si vous voulez, il est issu de la bourgeoisie d'Autun. Cette œuvre, d'ailleurs, je crois qu'elle est à Autun. Il est juriste de formation. Il n'est pas noble. Il est devenu avocat du duc de Bourgogne, Jean sans peur. Puis après, de Philippe le Bon. Et il a été nommé chancelier en 1422. Et donc, on a bien ce monsieur qui incarne parfaitement
une trajectoire d'intégration dans le clivage politique, et puis qui a mobilisé là aussi un petit peu tout ce qui se faisait en termes d'art pour asseoir aussi sa légitimité symbolique d'une certaine manière. Et finirait le développement sur le passage du gothique à la Renaissance, que je pense qu'on peut dire qu'il a bien réussi à suivre ce que disait Rucellai, donc à Florence, sur le fait qu'il a servi la gloire de Dieu, l'honneur de sa cité et sa propre mémoire avec la création des hospices de Beaune. Dernière chose que j'ai oublié de dire à ce sujet, c'est que les hospices de Beaune sont laïques, elles sont pas reliées à un ordre religieux spécifique. Là aussi. Ok ? Alors, conclusion sur cet exposé. Ce qui est intéressant, déjà, on peut voir qu'effectivement, il va être possible là de relier les nouveaux exclus, de mobiliser le clivage pour ce cas précis, pour avoir une lecture différente. On l'a vu à plusieurs niveaux, au niveau formel, au niveau sociologique, des commanditaires, etc. L'autre chose qui va être intéressante, c'est que à partir du moment où on se dit si le clivage est une lecture pertinente, à ce moment-là, il y a un certain nombre de querelles historiographiques qui sont sans objet complètement. C'est qu'il n'y a pas de surprise de se dire que peut-être que Florence est la première. Hein. Je veux dire, il me semble que c'est dans la structure de l'histoire, que tu le rappelles, Philippe, je crois, sur la trajectoire. Il n'y a pas de surprise non plus. Et c'est là où je me disais, tiens, on peut peut-être avoir on va pas de surprise non plus s'il y a d'autres endroits sur lesquels il y a une configuration similaire du clivage qui apparaît. Est-ce qu'on ait des répliques ou qu'on ait des courants, des choses qui émergent à d'autres endroits? Est-ce qu'on a besoin de pinailler, de savoir sur qui c'est normal que peut-être là, dans les Flandres, on va avoir une renaissance avec ses particularités, avec les particularités culturelles, ça s'est rassemblé, mais vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour les différentes villes en Italie. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que cette lecture par le clivage, par contre, elle va nous permettre de nous positionner par rapport à ceux qui voient la Renaissance comme une rupture presque soudaine, de rentrer dans un nouveau monde. On sait que le clivage, c'est très... ça prend du temps, quoi, quand même. Hein. Je veux dire, voir les choses comme une continuité, ça devient pertinent. C'est aussi pertinent de se dire, ça rend aussi un petit peu sans objet, je trouve, les discussions qu'ont certains auteurs. C'était Huizinga, là, qui, en particulier, qui appelait ça l'automne du Moyen-Âge. Bon, on sait que on sort pas du champ du clivage d'un coup non plus en 5 minutes. On peut tout à fait voir naître quelque chose et mourir entre guillemets quelque chose comme ça petit à petit. C'est pas un problème. Et donc là-dessus, ça nous permet d'avoir une lecture sur ce moment de la Renaissance qui est beaucoup plus simple. On dit en fait, il y a simplement eu des bourgeoisies municipales dans des endroits différents qui ont émergé avec une temporalité un petit peu différente. Ok ? L'autre chose qui est très intéressante, je vous ai fait le petit parallèle sur la musique là, avec les proportions, etc. C'est que de voir là on a vu la linguistique aussi dans la revue, qui est venue sortir un petit peu du domaine habituel, l'historionomie. Parce qu'en fait, avec ce modèle de l'homogénéité dont tu parlais là tout à l'heure, Philippe, on peut vraiment appliquer la recherche historionomique à d'autres choses. Et moi, en particulier, je me souviens des discussions que j'avais avec Augustin pendant qu'on travaillait sur nos articles. Et les notions de langage, vous vous souvenez, je vous parlais de formalisme, iconographie, iconologie. Pour moi, c'est pas un hasard si un peu naturellement dans le premier numéro de la revue d'histoire théorique, au-delà de ce qui se faisait traditionnellement en historionomie, il y a deux choses qui touchent au langage, pas les mêmes, mais deux choses qui touchent au langage qui ont été les premières pistes pour élargir un petit peu. Pour moi, je pense que tout ce qui va toucher au langage, on pourrait faire des recherches dessus. Les mathématiques, ce serait intéressant de voir. Comment la manière de faire des mathématiques a évolué, c'est un langage aussi, d'une certaine manière. Comment la musique a évolué. Moi qui viens de Lyon, là je sors un petit peu du côté langage, mais à Lyon, à côté on est censé être la capitale de la gastronomie, on est surtout le bel endroit d'homogénéisation de plein de
de langage culinaire ou de culture culinaire qui sont homogénéisés, par exemple. Donc il y a d'autres, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres champs, d'autres domaines intéressants sur lesquels ça peut valoir le coup d'aller chercher un petit peu s'il y en a des compagnons aventureux qui ont envie de faire de la recherche sur leur domaine de compétences, faut pas hésiter. Après, au niveau des limites, ce qui est classique, là aussi, mes frères scientifiques m'ont dit n'oublie pas de parler des limites ça fait sérieux dans les articles de recherche. Je pense on peut pas tout expliquer non plus avec ça. Il y a bien des moments où il y a des ruptures technologiques qui sont pas forcément directement en lien, où il y aurait peut-être besoin de s'arracher un petit peu les cheveux pour essayer de ramener ça à un modèle et qui vont avoir une influence forte sur le monde de l'art. Je pense par exemple le cinéma qui a changé beaucoup de choses d'un coup, la photo, là dernièrement l'IA, etc. Ça va, peut y avoir des changements dans le monde de l'histoire de l'art qui ne sont pas expliqués par comme ça tout de suite un modèle, mais peut-être par un bouleversement interne qui serait plus lié à un gros changement technique. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Et la suite de mes recherches, oui. Donc, écoutez, la suite, l'idée, c'est de faire ce que j'avais dit que je ferais dans dans l'abstract et tout simplement d'explorer d'autres périodes. Là, en ce moment, et d'arriver pour le numéro 2 de la revue, si ce que je pitch est suffisamment de qualité, peut-être que ce sera dedans. En ce moment, je suis en train de travailler plus sur le passage un petit peu en miroir d'un point de vue formel entre celui du Moyen-Âge à la Renaissance. Je suis en train de lire des choses sur le passage du Bas Empire au Moyen-Âge, justement, et qu'est-ce que l'irruption, l'arrivée des chrétiens initialement exclus a changé dans le champ, comment ça s'est passé. La difficulté, c'est toujours le temps, hein, parce que, voilà, mais je suis plutôt sur cette partie-là, et puis après, bien sûr, il y a toutes les autres périodes sur lesquelles j'ai déjà bien avancé. Mais voilà, on verra, ça, ce sera pour plus tard. Écoutez, j'ai fini. Voilà. Bon. Oui. Du coup, vu que tu as montré au début qu'il y avait le clivage gauche-droite, et qu'à cette période-là, la bourgeoisie urbaine et puis les commandes qui passaient, on voit dans l'art des références culturelles de leur groupe social. Est-ce qu'en fait coexiste à la même époque un art de droite oui. du côté plutôt des seigneurs féodaux? C'est ce que je vous ai mis un petit peu là ici. Alors après, on peut pas, je peux pas te répondre de manière très tranchée parce que les choses arrivaient à plusieurs moments. Ce qu'on voyait beaucoup, c'est qu'en fait, il y avait en même temps qu'il y avait nos peintres de la Renaissance qu'on connaît, il y avait toujours Antonio Vivarini, je vous l'ai mis exprès parce que c'est un peintre qui s'est mis à enlever tous ces fonds d'or, etc., de manière beaucoup plus tardive, et qui avait tendance il pourrait complètement représenter une droite du point de vue du clivage, en tout cas du point de vue de la forme. Et puis on observe la même chose au niveau des commandes. Il y avait toujours il se faisait toujours aussi des miniatures, des enluminures, ça existait toujours, oui. C'est juste que c'était plus, en fait, il y avait plus qu'une seule. Avant, il y avait vraiment que ces types-là de commanditaires. Et on l'a vu par rapport à ce que j'expliquais sur le rôle qu'ils avaient et l'influence qu'ils avaient dans le choix de ce qui était représenté dans les images. En fait, dès qu'on change la sociologie des commanditaires, on change, mais ça coexistait. Il y en a eu beaucoup comme lui qui ont changé de style, ou c'est plutôt la minorité? En général, c'est des gens qui faisaient l'ancien style qui sont morts et qui ont arrêté. C'est les deux. C'est en fait, t'avais aussi, en fait, quand ils voyageaient, c'était international. Hein, dans l'article, je montre une toile d'un marchand florentin qui commandent des œuvres aussi dans les Flandres, etc. Pour chez eux, en fait, on a les deux. Il y en a qui changent pas, et puis on en a où on le voit comme lui. Alors c'est dommage, c'est vrai que j'aurais pu mettre dans sa vie, lui, c'est très 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 évident. Il se met à mettre de la perspective, tandis que dans toutes ses œuvres avant, il y en a pas. Il y a ce moment comme ça, mais ça c'est très courant, hein, dans le milieu des artistes. Moi, un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kupka,
qui est beaucoup plus contemporain. Vous regardez l'œuvre de Kupka, c'est très très figuratif au début de sa carrière, ça devient très abstrait, ça change, il explore. Ou bien qui est décédé là il y a quelques jours, vous prenez Hockney, le peintre anglais, le paysage, vous prenez sur toute sa carrière, c'est quelqu'un qui est, d'ailleurs c'est un des rares cas, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que tu connais d'autres artistes comme ça qui font des recherches. David Hockney fait partie des rares que je connaisse qui en ont fait, il a fait un très beau bouquin qui s'appelle Savoir secret, où en fait il va chercher à comprendre quel va être l'impact justement des techniques sur le changement graphique dans la peinture. Et il a reconstruit une chambre noire, il a reconstruit pour voir un petit peu ces histoires clair-obscures. Est-ce que c'était une invention mentale ou est-ce que c'était une manière avec j'ai perdu le mot en italien, mais la caméra oscura, voilà, qui venait regarder le modèle et qu'on voyait les choses floues en arrière-plan, très sombres, etc. Il a recréé, il s'est amusé à réanalyser comme ça des toiles au fur et à mesure du temps. Et c'est un praticien là aussi. Et pareil, vous prenez son œuvre à l'échelle de sa vie, on sent que les choses changent en fonction de ce qu'il fait, en fonction aussi de la société, etc. Ça c'est vraiment un truc moi à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à voir j'allais presque faire un contresens par rapport au titre de mon exposé. J'allais dire, j'ai du mal à voir les artistes comme avant-gardistes. En tout cas, c'est surtout on n'est pas autonome par rapport à la société. Les choses qu'on fait, on est vraiment intégré dedans, si vous voulez. Et l'espèce de vision du gars qui va briser la glace, etc. C'est pas tellement ça. C'est plus qu'à un moment, il y a des conditions qui font que. Prenez les impressionnistes dont je parlais là tout à l'heure. Faudrait que je vous retrouve les noms, mais il y a des peintres qui peignaient à la manière impressionniste avant eux. Ils ont juste pas eu de succès du tout parce que c'était pas le moment, quoi. C'était pas le moment dans l'équilibre de la société à ce moment-là. Mais l'évolution existait déjà avant. Et juste ils n'ont pas trouvé les conditions. Voilà. J'ai un peu fait des digressions là par rapport à la question, mais oui. La manière dont tu décris le fait que les commanditaires demandent une composition spécifique aux artistes, ça me fait penser un peu à la manière dont on travaille avec l'IA maintenant. Tout à fait. De dessiner quelque chose. Complètement. Et du coup, avec l'apparition de l'IA, en fait, n'importe qui peut être commanditaire de son art en fonction de ce qu'il veut. Et du coup, je me demande ce que ça change par rapport à l'évolution de l'art. Pour moi, je pense que ça va rien changer du tout parce que la réception de l'art, j'ai énormément parlé des commanditaires et même dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez, ce qui fait qu'on retient un artiste, c'est pas s'il a été, si c'est tout nouveau et que c'est super. C'est est-ce qu'il trouve un écho dans la société. Et donc là, ce sera exactement pareil pour moi avec l'IA, si vous voulez. C'est juste que là où avant il fallait peut-être vous voyez, je vous ai montré les images. C'est un peu malheureux, mais moi, il m'a fallu des années pour apprendre à faire ça. Alors, c'est tout à la main, etc. Mais là, toi, maintenant, en guidant l'IA, il y a un côté, l'idée, la causa mentale, tiens, c'est un petit point, tu m'offres j'ai oublié de vous parler de ce changement de statut d'artiste avec la création de l'Académie en Italie en 1563, je crois, donc à la toute fin de la Renaissance, quand on change, où justement, il y a cette idée que faire passer du statut d'artisan au statut d'artiste, d'une certaine manière, et que ça vient par la chose mentale, par justement, on a parlé de langage là tout à l'heure, les lettres, les mots, les phrases. En fait, petit à petit, l'artiste, par les changements, revendique le fait que c'est lui qui écrit les phrases, c'est lui qui écrit les bouquins. C'est plus le commanditaire, entre guillemets. Et vous avez des superstars qui arrivent à l'époque. Vous prenez Michel-Ange, Rubens. Rubens, on l'envoyait résoudre des problèmes géopolitiques avec le roi d'Angleterre. C'était voilà. Et aussi petite anecdote drôle sur Rubens. Je vous ai décrit le fonctionnement des ateliers. Là, tout à l'heure, à l'époque, avec on est apprenti, puis compagnon, puis maître, on passe des concours, etc. Rubens, c'était ça, c'était pareil. Il faisait, il était lui spécialisé dans les figures. À côté de lui, c'était Bruegel, je crois, de mémoire, qui était spécialisé dans les décors. Ils avaient leur atelier, ils avaient 150 types qui bossaient pour eux. Et vous alliez chez Rubens. Voilà, Rubens, j'aimerais une toile. Et il vous sortait, donc il faisait tous les croquis, si vous voulez. Puis après, vous aviez le devis, je caricature un peu, mais vous aviez le devis, il y a le prix, si c'est Rubens qui fait le croquis, et puis c'est ses équipes qui font la toile, quoi. Puis après, il y avait le prix, entre les deux, Rubens fait le croquis, les équipes font l'essentiel,
Et puis Rubens, il revient, bon, le visage de la Vierge, c'est Rubens qui le fait, quoi. Et donc, vous voyez, c'est un peu la continuité de ce que je vous expliquais aussi sur ce côté, on passe des matériaux à la main du peintre, etc. Et puis à la fin, c'était là, œuf, jambon, fromage, quoi. C'était Rubens fait tout. Et ça se voit à la fin, quoi, hein, sur la facture. Alors, et c'est comme ça que ça se passait là aussi à l'époque. Et l'autre chose qui est assez drôle, c'est que oui. J'ai oublié de faire ma blague, je m'étais dit, je vais prendre les questions avec un don. J'ai oublié de la faire, donc merci de m'y faire penser. On va faire passer le chapeau. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc oui, il se mettait, et en fait, c'était vraiment, on avait à la fois ce côté artiste, mais logique d'atelier. Il y avait des moments quand il avait des choses du décor, des perspectives, ben il appelait Bruegel. En fait, il se donnait la main. Il disait, tiens, je t'amène là, j'ai tel coffre à dessiner en perspective, je te l'amène dans ton atelier, Bruegel, toi tu vas le faire. Et puis tiens, t'as besoin d'un coup de main pour le visage là à tel endroit. Là, je vais remettre ce qui nous concerne, pardon. T'as le visage à tel endroit, tu pourrais pas venir m'aider sur les mains, sur les pieds là. Et donc il y avait un peu des coopérations comme ça aussi d'ateliers qui étaient faites. Oui. Alors oui. Alors, il y a cet artiste Jan van Eyck qui est très mis en avant dans cet exposé. Oui. Et qui pourtant a été actif dans les 1450. Oui. Est-ce qu'il est représentatif de son époque ou est-ce qu'il n'est pas quand même quelque part très en avance sur son époque, notamment en termes de qualité graphique? Parce que là, les visages sont presque photoréalistes, ou même oui. le portrait des époux Adolphine, qui semble révéler quand même une maîtrise graphique très supérieure à ce qu'on associe habituellement à cette époque. Ouais, Jan van Eyck, c'est... Oui, il est, c'est un peu un ovni hein, quand même à l'époque sur la qualité des portraits, en particulier la quantité de détails. Et c'était son frère, je crois, c'est Hubert hein, qui s'appelle. Je sais plus quelle toile, comment elle s'appelle. C'est l'agneau, le rétable de l'agneau mystique, qui avait été commencé par l'un, fini par l'autre. Mais oui, Van Eyck, c'est vraiment celui qui le représente, enfin qui est le plus doué, on dirait aujourd'hui, là pour ces choses-là effectivement. Après, je vous ai mis ça non plus. C'est pareil, vous m'offrez une bonne occasion d'en parler. J'ai oublié de vous parler. J'avais mis cette image là qui est pas dans l'article. Vous en avez d'autres dans l'article. C'est Robert Campin. Vous voyez, bien sûr, les visages sont un petit peu moins fins, mais on a quand même malgré tout pas mal de détails. Et puis surtout, lui, il illustre bien. Je l'avais mis sur ce passage de le débat historiographique, etc. Parce qu'en fait, certains pourraient dire c'est du gothique tardif, d'autres c'est la pré-Renaissance, etc. Et puis surtout, Robert Campin, il a participé aux révoltes à Tournai pour obtenir des places. Il s'est fait taper sur les doigts après quand ils ont perdu les places, etc. Donc il y avait un petit peu cette ambiguïté, mais on retrouve quand même malgré tout, si vous voulez, ce changement, les visages étaient quand même de moins en moins typifiés à cette époque. Mais c'est sûr que Van Eyck était, c'était exceptionnel comme qualité de peinture. Oui. Il y a en fait la question du commanditaire et la culture du commanditaire qui va commander quelque part les références, les styles. Quelqu'un a partagé sur le canal il y a quelques jours le fait que alors je crois que c'était un truc un peu global sur l'Occident, mais dire qu'en fait les classes populaires ont perdu l'accès à la création de contenu culturel qui a été happé. Alors je dis pas que c'est vrai, mais par exemple on voit en France, en situation d'Ancien Régime, on sait qu'une grande partie de la production artistique est commandée par l'État et que du coup la production suit Non, t'es pas d'accord. Vas-y, finis. C'est-à-dire que du coup, est-ce qu'il est parti de on a beaucoup parlé du cinéma français, etc. En fait, il est tel qu'il est parce qu'en fait, il est dans les mains du bloc élitaire qui du coup commande les productions artistiques qui vont dans le sens de ses références culturelles, de son projet politique, etc. Et du coup, est-ce que ce serait ça, dans cette situation d'anti-clivage, en fait, il y a une captation de la commande du coup, non pas par la gauche, du coup, mais par le centre. Et du coup, ça commande la production artistique, c'est plutôt cinéma, du coup, la production artistique vers cette direction. La question du cinéma, c'est intéressant parce que c'est très
je fais une digression, après je réponds à ta question. C'est intéressant parce que c'est l'art narratif d'aujourd'hui. Et on a très souvent des discours en disant on fait plus de beau, etc. En fait, on fait plein de beau. C'est juste qu'on le fait pas en peinture parce qu'il y a vachement mieux que la peinture pour raconter des choses de manière narrative maintenant. Alors t'anticipes un petit peu un de mes axes de recherche sur lequel moi je fais l'anticlivage justement. En fait, c'est le rococo, c'est le maniérisme, c'est ce moment où en fait il y a des moments où une élite se resserre sur elle-même d'une certaine manière et va produire quelque chose qui est plus du tout en adéquation avec l'état du clivage politique du moment. Par contre, t'as envie de faire un projet culturel aujourd'hui, t'as envie de monter il a jamais été aussi simple de faire une BD, il a jamais été aussi simple de faire un jeu vidéo, il a jamais été aussi simple de faire un film. Moi je suis pas d'accord. Les moyens, ce qui est compliqué, c'est les grands réseaux de distribution contrôlés par un pouvoir. Là c'est difficile. Là c'est compliqué parce que il y a des effets réseau de plus en plus grands et en fait c'est pas de créer l'œuvre qui est difficile, c'est d'arriver à lui donner un écho dans la société. Les BD que vous avez vus, la couverture que j'ai mis là au début, on en a vendu une dizaine de milliers de cet album-là. C'est 10 000, c'est un très beau succès aujourd'hui. Mes vieux collègues enseignants, si le premier tirage n'était pas au moins de 50 ou 60 000 albums, c'était parce que l'éditeur croyait pas au projet. Parce qu'en fait, pour faire un album, il fallait un mec pour faire le lettrage, fallait des gens pour scanner, fallait des gens à la technique. On faisait, vous savez, les calques sur les logiciels là, c'était parce qu'en fait avant on faisait la couleur sur des vrais calques, et qu'il fallait les repasser après dans les machines. Et donc du coup, faire l'art c'était un investissement super fort en fait. On faisait cet investissement que si on avait la certitude que ça marchait. Là aujourd'hui, moi je pense qu'au contraire, on entre dans une période, c'était déjà le cas, mais je pense qu'on entre dans une période d'effervescence énorme, et que par contre il y a des concentrations. Est-ce que c'est en lien avec la phase absolutiste et américaine? Est-ce que c'est mais il y a de la concentration au niveau de la capacité à diffuser. C'est ça qui est très difficile. Mais demain, si tu as envie de faire une chaîne YouTube de dessin, tu peux. D'avoir du succès sera autre chose. Et c'est là où est-ce que tu rencontreras un public, et on en revient vraiment à ce truc c'est toujours, quelle que soit la manière de vendre. Pour le côté, la question que je posais un peu au début, nos nouveaux exclus, est-ce qu'ils sont à l'avant-garde? Ce qui décide de l'avant-garde, c'est l'histoire, c'est rétrospectivement que c'est déclaré, et puis pour être déclaré avant-garde, faut avoir survécu, quoi. Donc, c'est quand on a pénétré dans le clivage d'une certaine manière, quand on a, et ça, c'est quelle que soit la manière de commercialiser, de vendre, d'exposer, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, et ça répond à une autre question qu'on avait posée avec Philippe sur comment le rap a remplacé le rock. Qui est-ce qui avait parlé de ça? Tout à fait. En fait, le rock, c'est la musique des classes populaires jusque dans les ouvrières dans les années 60, 70. Et puis, à mesure que une nouvelle gauche a remplacé l'ancienne, le rap a remplacé le rock. Et il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, non. Il n'y a pas de complot, et ça me permet, de faire, tu m'offres justement, il y a une vision j'avais pas parlé dans les conclusions, le côté parfois un peu téléologique qu'on associe à l'art. Il y a un beau, un petit peu idéalisé, une forme d'art un petit peu idéalisée à laquelle on s'en éloigne avec l'art contemporain, ou ce genre de choses là. En fait, c'est le reflet de la société, et la manière qu'on a de réagir par rapport à ça. C'est comme le coup du Groenland, quand il y avait eu Trump qui a attaqué le Groenland chez nous. Notre manière de voir comment se passent les choses là, au niveau de l'art, on dit plus long sur notre positionnement à nous que sur l'état réel de l'art. Enfin, moi je trouve, en tout cas, je sais pas, mais personnellement, je trouve que c'est ça qui s'exprime, au même titre qu'à l'époque, tu te souviens, dans le Canal, il y avait des gens un peu plus homogènes avec l'Europe qui étaient pas tout à fait contents que Trump aille au Groenland, et puis des gens un peu plus homogènes avec les États-Unis qui étaient pas tout à fait contents que l'Europe se rebiffe un peu. Et pour moi, on est dans la même chose, là. Peut-être qu'il y aura des historionomes, une historionomie de l'art, dans 2000 ans, qui vont analyser la performance d'ouverture des JO l'année dernière, et puis quoi dire, tiens, c'est un bel état du clivage. C'est le clivage d'aujourd'hui. Vous illustrez ce que je viens de dire. Bonjour. Si on se place à l'échelle du cycle entier civilisationnel,
Il y a l'air d'y avoir une continuité là, quand même, parce que tu nous parles au départ des icônes qui sont représentées pour elles-mêmes, c'est elles-mêmes qui sont sacrées, et puis de plus en plus, tu disais c'est l'artiste qui fallait. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu le côté très génie pur du mec qui approche une banane sur un mur, et voilà, de l'intuition, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être généralisé ou pas? Et est-ce que tu as pu comparer quelque chose de similaire avec l'équivalent dans le cycle gréco-romain? Je suis pas expert de l'art gréco-romain. C'est d'ailleurs quelque chose, s'il y a des gens qui le sont, je suis preneur de références de bouquins là-dessus. Moi, ce que j'ai identifié, je sais pas si ça répondra à ta question, mais quand on avait les discussions avec Antoine, avec Hugo Pinson, sur le canal, c'était que je me demandais en fait c'était plus sur le degré de la technicité. Je me disais, est-ce qu'on n'a pas une technicité, une complexité, une technicité qui augmente aussi en fonction du cycle et qui va avoir tendance, le cycle par au-dessus, qui va avoir tendance ou c'est ça qui va avoir une influence, disons, plutôt sur ce que je pense que tu me disais. Si je peux apporter un élément de réponse de long terme pour le coup, ce qu'on observe dans l'Antiquité, c'est la même mutation effectivement avec l'émergence, avec la civilisation, avec le fait que les villes se peuplent, qu'il y a des marchands, etc. On voit une sécularisation progressive de l'art. C'est-à-dire qu'à la base, le théâtre, c'est de la représentation d'abord très religieuse, et puis ça devient de plus en plus sur des faits sociaux. Et puis on voit aussi dans la statuaire, finalement la statuaire grecque, elle est très très normée, très simple dans des idéaux. Et quand on avance dans l'Antiquité, quand on arrive à l'époque hellénistique, notamment chez les Romains, ça devient extrêmement réaliste. Oui, c'est situé, on connaît les gens. Ouais. Ça s'individualise beaucoup, effectivement, autour des figures humaines. Après, sur la place de l'artiste, etc., j'avoue que je me suis pas posé la question, mais... Ça fait partie des axes de recherche. Quand on a lancé ce groupe avec Hugo et Antoine, qu'on s'était dit, tiens, là, il y a quelque chose à chercher parce qu'effectivement, il y a des similitudes. Enfin, il y a des choses qui, bon, j'ai pas de, au risque je veux pas dire une bêtise devant les caméras, donc je vais pas en dire plus. Ça, si ça m'intéresse, c'est dans la vidéo, il fait parler entre Liatien et Laurent. Ok. Et il passe à peu près 25 minutes sur ce passage-là. Ok. Je l'ai vu en plus, donc j'ai oublié, chef, pardon. Tu mentionnais à la fin qu'il y avait des limites au niveau des techniques qui changeaient, mais on voit avec l'IA, il y a le rapport à la technique et à utiliser telle ou telle technique pour faire de l'art. Est-ce que ça se voit à d'autres époques pour d'autres changements techniques? La photo, c'est le plus évident, hein, la vidéo, la photo. Moi, le rapport à la technique, en même temps, il va permettre d'expliquer certains changements, mais ce qui exprime, encore une fois, le succès et le fait que ça reste dans l'histoire ou pas, c'est toujours le public. Hein. Enfin, c'est toujours le public et les gens qui reçoivent. Donc, il y a un moment, le changement technique va faire changer des formes, où il y a par exemple les peintres de portraits académiques, les Bouguereau, il n'est pas que des portraits, mais les peintres qui vivaient dans toutes les villes françaises, de fait de faire des portraits des notables un petit peu qui étaient là. À partir du moment où la photo est arrivée, l'impact là était direct, c'est qu'il y a eu la disparition d'un métier. Et par contre, la forme portrait est restée. Au sens du clivage, pour moi, ça reste j'ai pas assez poussé la question pour être certain. Instinctivement, je dirais qu'il y a des chances pour que ce soit simplement des facteurs accélérants. Mais en même temps, je peux pas, pareil, au risque de dire une bêtise, voilà. Mais parce que, in fine, c'est toujours les gens qui reçoivent, qui comptent, d'une certaine manière. C'est tout bon? Merci beaucoup.